Bonjour et bienvenue dans cette correction d'activité 1. Qu'est-ce que l'énergie, ses différentes sources et formes? Du thème 4, l'énergie. Première question de nos QCM. Quel nom donne-t-on à une trajectoire qui suit une droite? Vous avez 4 propositions. Le but était que vous retrouviez le bon mot de vocabulaire parmi ces 4. Donc le mot à utiliser, si une trajectoire suit une droite, c'est le mot rectiligne. Même question avec une trajectoire qui ne serait ni une droite ni un cercle. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on dit le mot curviligne. Comment appelle-t-on un mouvement dont la vitesse est constante? Constante, je précisais que ça veut dire qu'il ne change pas. Donc on ne va pas dire constante, on va dire que dans ce cas-là, le mouvement il a une vitesse qui est uniforme. Parmi ces propositions, lesquelles sont des unités correctes de vitesse? Donc sélectionnez là où les bonnes réponses. Ce qu'il faut faire attention, c'est que la vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc vous l'avez toujours l'exemple, gardez en tête l'exemple dans vos voitures. Les vitesses des voitures, c'est des kilomètres par heure. Donc les kilomètres par heure, il faut bien distinguer les deux. S'il doit y avoir un divisé entre les deux. Ça, c'est ce qui s'écrit, c'est ce qui signifie kilomètres par heure. Alors que cette écriture-là, c'est des kilomètres fois des heures. C'est pas du tout la même chose. Ensuite, des kilomètres, c'est une distance, c'est pas une vitesse. ms, c'est des millisecondes, donc c'est un temps, c'est pas une vitesse non plus. Et là, on a des mètres divisés par des secondes. Donc on a bien le même type d'unité qu'ici. On a bien une distance divisée par un temps. Donc ça aussi, c'est une unité de vitesse. Question 4. Un objet en mouvement a une vitesse égale à environ 1,4 mètres par seconde, soit 5 km/h. Ici, c'était pour que vous preniez l'habitude de toujours comparer les résultats des valeurs, les grandeurs, les expériences, tout ce qu'on fait à chaque fois, le résultat, vous devez le comparer avec ce que vous connaissez pour vérifier si c'est possible, si c'est cohérent. Donc là, en l'occurrence, 5 km/h. Est-ce que ça peut être une voiture en ville? Non. Est-ce que ça peut être un promeneur en vélo, un élève qui marche pour aller au collège ou un escargot? Donc l'escargot non plus. Donc après, il reste l'élève qui marche pour aller au collège ou le promeneur en vélo. Donc si on regarde en km/h, peut-être que pour vous c'est difficile. Par contre, si on regarde en mètres par seconde, 1,4 mètres par seconde, est-ce que c'est l'élève qui marche ou le promeneur? On va voir la réponse. Donc c'était l'élève. Et oui, en fait, ce que vous devez voir, c'est que 1,4 mètres par seconde, c'est environ un peu plus qu'un pas. D'accord? Donc en vélo, vous allez beaucoup plus vite en fait. Même si vous vous promenez tranquillement, en vélo, vous allez entre 10 et 15 km/h. Automatisme. La masse de mon Huawei Mate 10 Pro est de 18 000 centigrammes. Convertir cette masse en grammes. Vous deviez toujours faire attention à prendre le tableau, à bien placer correctement. Donc je vous rappelle que c'est le chiffre des unités, c'est le 0 qu'on va placer dans la colonne centigrammes. Vous allez me dire déjà, il faut savoir où sont les centigrammes. En fait, les centigrammes, c'est 1 centième de gramme. Donc vous avez les grammes, les décigrammes, centigrammes et milligrammes. Donc si vous placez le 0 ici sur les centigrammes, le 0 de gauche correspond à la colonne des décigrammes et l'autre 0 au gramme. Donc finalement, la réponse en grammes, c'est 180. Associer grandeur et unité. Ici, c'est pour vérifier quelque chose que vous avez toujours beaucoup de difficultés à faire. C'est arriver à bien comprendre ce qu'est la grandeur, ce qu'est l'unité, et à ne pas se tromper lorsque vous utilisez une unité, que ce soit bien celle de la grandeur. Je vais vous donner un exemple. Quand souvent, ça arrive en cours, quand je vous demande, que je vous dis, là on obtient un résultat, on obtient 15 grammes, qu'est-ce que j'ai mesuré? Et il y en a beaucoup qui vont pouvoir me dire, bah, vous avez mesuré le volume. Et c'est là où ça ne va pas, c'est là où il faut que vous vous entraîniez, c'est que vous devez absolument savoir directement que des grammes c'est une masse, qu'un volume c'est des litres ou autre chose que des litres dans des multiplications. Donc le volume c'est des litres ou des centilitres
des millilitres ou des kilolitres, bref, tout ce qui contient le mot litre, tout ça, ce sont des unités de volume. La masse, ce n'est pas une unité, c'est le nom d'une grandeur. Ça, c'est l'unité d'une masse, c'est centigrammes, des grammes et des kilogrammes. Allez, comme d'habitude, la schématisation. Cette fois-ci, c'était la coupelle, donc qui était assez facile, et l'ampoule à décanter. Normalement, comme on a vu depuis quelques semaines, tous les schémas les plus simples, tous ceux que vous connaissiez en classe avec moi, il vous reste maintenant peu de schémas inconnus, et l'ampoule à décanter, en l'occurrence, c'est celle-ci. C'est celle qui sert à séparer deux liquides, par exemple, de l'huile et de l'eau. Donc maintenant, c'était la nouvelle activité. Donc c'était le nouveau thème. Il fallait qu'on essaye ensemble d'arriver à 3 objectifs. Expliquer ce qu'était l'énergie, parce que l'énergie, si je vous demande de donner une définition ou l'expliquer à quelqu'un, vous allez vous rendre compte que c'est difficile de trouver les mots. Une fois qu'on arrive à expliquer ce que c'est, comprendre la différence entre une source d'énergie, une forme d'énergie, et avoir des exemples. Donc vous aviez une première vidéo qui expliquait c'est quoi l'énergie, donc à regarder. Et ensuite, on attaquait avec les définitions. L'énergie est, donc là c'est à compléter. Donc l'énergie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est indispensable et omniprésente. Tous les êtres vivants en ont besoin de cette énergie, que ce soit pour vivre, se chauffer, se déplacer, se nourrir, on en a besoin en permanence. Elle est aussi responsable de phénomènes naturels qui nous entourent, par exemple le vent, c'est de l'énergie, le soleil, et elle permet le fonctionnement de tous les appareils que nous utilisons. Nous avons besoin d'énergie pour faire fonctionner les appareils que les hommes ont créés avec la technologie. L'énergie est la capacité d'un système à agir sur un autre système en modifiant son état. Donc c'est ça la définition de l'énergie. L'énergie, c'est ce qui va changer l'état d'un système. Le mettre en mouvement, le rendre lumineux, le rendre plus chaud, etc., etc. Donc ensuite, dans le système international, là, on a parlé des unités juste avant, de la masse et du volume. Et bien vous allez voir qu'au fil des années, vous allez connaître de plus en plus de grandeur et donc de plus en plus d'unités. Il faut vraiment que vous arriviez à faire les choses très claires et très simples dans vos têtes. Donc dans le système international, ça veut dire, on s'est tous mis d'accord pour dire que l'énergie, son unité, ce sera le joule, le symbole J. Ça, c'est l'unité officielle, comme le mètre, c'est l'unité officielle de la distance. Après, il y a d'autres unités qu'on peut trouver dans la vie courante, qui ne sont pas l'unité officielle, mais qui sont des unités qui existent. Donc dans le langage courant, l'unité, elle s'exprime souvent en kilowattheure. Kilowattheure, c'est ce qu'il y a sur nos compteurs. Dès que quelqu'un parle d'énergie électrique, on va parler de kilowattheure. Par exemple, pour l'énergie nécessaire pour faire fonctionner une ampoule, pour faire fonctionner un frigo, cette énergie-là, elle va souvent être exprimée en kilowattheure. Il y en a une autre que je vous donne parce que vous pouvez la voir dans les articles, vous pouvez l'entendre à la télé. C'est le tonne d'équivalent pétrole. Donc là, comme ça fait un peu barbare. En fait, c'est une unité qui permet de comparer les différentes sources d'énergie entre elles. Donc c'est pour arriver à savoir, à classer les sources d'énergie pour savoir qui donne le plus d'énergie. On continue. Alors, on voit l'énergie est une ou moins... Ah, on peut distinguer deux types de sources d'énergie. Donc a priori, on parle des sources d'énergie. Donc on recommence. Une source d'énergie est une matière, puisque le pétrole, le gaz, le bois, l'aliment, c'est des matières, tout ça, ou un phénomène, le vent, le soleil, la chute d'eau, qui fournit de l'énergie. On peut distinguer deux sources. Les sources qui se renouvellent rapidement, qu'on va appeler les sources renouvelables, et les sources qui sont fabriquées en des milliers d'années, qu'on appelle non renouvelables. Donc cette phrase-là, c'est la définition d'une source d'énergie. En clair, une source d'énergie, c'est quelque chose qui fournit de l'énergie.
Donc il y a deux types de sources d'énergie, on l'a vu juste au-dessus, les renouvelables et non renouvelables. Et cette animation va vous permettre de faire la différence entre les deux et d'avoir des exemples pour chaque catégorie. Donc vous deviez regarder la vidéo et ensuite répondre aux questions. Donc les sources d'énergie, là on parle de manière générale. Les sources d'énergie, est-ce qu'elles sont issues des piles, des batteries ou des matières premières et des phénomènes naturels? Donc c'est ce qu'on a vu dans la définition juste avant. Les sources d'énergie, ça peut provenir des matières naturelles comme le bois ou des phénomènes naturels comme le vent. Donc on peut distinguer deux sources de type d'énergie. Là on va essayer de préciser, on va essayer de mettre des mots sur ce que vous avez vu dans la vidéo. Donc il y a les sources qui sont renouvelables. Donc une source d'énergie est considérée comme renouvelable si son renouvellement est plus rapide que sa consommation par l'homme. Ça vous voyez c'est entre guillemets, c'est une définition officielle qui a été donnée pour que tout le monde se mette d'accord pour classer les sources d'énergie. Donc, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'échelle d'une vie humaine, qu'on classe à 100 ans, pour faire que ce soit plus simple, la source ne s'épuise pas. Par exemple, le vent, l'eau ou le soleil, ça ne va pas s'épuiser puisque c'est utilisé. Le rayon du soleil, on l'utilise, mais qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, on ne le consomme pas, on ne va pas baisser son stock. Donc forcément, elle ne peut pas s'épuiser. Pour la biomasse c'est ce qu'on appelle le bois ou les déchets végétaux. C'est une source renouvelable à partir du moment où, à l'échelle d'une vie humaine, le stock ne s'épuise pas. Ça veut dire à partir du moment où on va par exemple planter au moins autant d'arbres que ceux que l'on consomme, le stock sera toujours identique, voire plus grand, il ne va pas diminuer. Donc si le stock ne diminue pas, la source, elle est renouvelable. Si à l'inverse, le bois, on consomme sans en planter, sans renouveler le stock, le stock va finir par s'épuiser et le bois sera classé dans l'autre catégorie. Et l'autre catégorie, c'est quoi? C'est les sources non renouvelables. Donc l'homme exploite en majorité ces sources qui ont été fabriquées durant des millions d'années et qui à terme s'épuiseront. Donc on comprend bien que par exemple le pétrole, le charbon, le gaz naturel, l'uranium, tout ce qu'on va aller récupérer, extraire, puiser dans la terre. Par exemple le pétrole. Si on met des millions d'années à le fabriquer, on se doute bien que nous, à l'échelle de notre vie humaine, on l'utilise, mais on n'arrivera jamais, à l'échelle de 100 ans, on n'arrivera jamais à re-remplir le stock. Donc, à notre utilisation, à notre échelle de vie, c'est évident que ce stock-là, on le consomme sans le re-remplir. Donc, ce stock va s'épuiser et c'est ça qu'on appelle une source non renouvelable. Donc, sélectionnez la bonne réponse, il n'y en a qu'une seule. Donc, les sources d'énergie issues de matières premières enfouies dans la terre. Donc, c'est là, il faut arriver à savoir. Est-ce qu'on les appelle fossiles, électriques ou utiles? Donc le nom qu'on donne à toutes ces énergies qui ont mis des milliers d'années, toutes ces sources qui ont mis des milliers d'années à se constituer, le bon mot c'est le mot fossile. Il faut choisir du coup si c'est celle en haut à gauche ou en bas à gauche. La différence c'est la suite de la phrase qui dit ce sont donc des sources d'énergie renouvelables ou non renouvelables. Donc on a vu que toutes ces sources d'énergie issues de matières premières enfouies, on les consomme sans remplir le stock, donc c'est non renouvelable. On continue. Les sources d'énergie issues de phénomènes naturels. Est-ce que c'est des sources d'eau naturelle? Est-ce que c'est des sources de pagnol? Donc ça c'est une blague pour faire rire aux parents. Est-ce que c'est des sources qui sont renouvelables ou non renouvelables? Donc ce qu'on a vu, c'est que les sources d'énergie issues de phénomènes naturels comme le vent ou le soleil, c'est pas des stocks que l'on va consommer. On ne va pas faire diminuer les rayons du soleil en l'utilisant sur les panneaux. Donc c'est des sources renouvelables. Donc il fallait ensuite déplacer les étiquettes dans les groupes correspondants. Pour gagner du temps, je vous affiche directement la correction. Donc renouvelable, on a le bois, l'eau, le vent, la géothermie, donc c'est la chaleur du sous-sol. Le soleil, et dans non renouvelable, le charbon, le gaz, le pétrole et l'uranium, ce qu'on a dit tout à l'heure.
Donc, l'énergie, on ne peut pas la voir, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut tenir dans nos mains. Donc, on ne peut le percevoir que par ses effets. Et donc, à chaque type d'effet, selon l'effet que va avoir l'énergie, on va lui donner un nom. Et ce nom, ce sera le nom de sa forme d'énergie. Par exemple, l'énergie cinétique, l'énergie thermique, électrique, lumineuse et chimique. C'est les 5 grands types d'énergie qui existent, que vous devez connaître. Et à quoi, du coup, à quel effet est-ce qu'ils correspondent? Donc le plus facile, c'est l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est celle qui va faire augmenter la température, celle qui est créée par un objet qui chauffe. L'énergie électrique, c'est celle qui alimente les appareils électriques. Celle-ci aussi, elle est facile. L'énergie lumineuse, celle qui est créée par un objet qui éclaire, le soleil. Il en reste 2 ensuite. Cinétique et chimique. Donc c'est 2 qui ne sont pas forcément faciles pour vous. Donc vous avez 2 définitions qui restent. Donc celle qui est créée par un objet en mouvement et celle qui correspond à toutes les transformations de la matière à la plus petite échelle. Donc en fait, ça va dans ce sens-là. Donc l'énergie cinétique, c'est le nom qu'on donne à l'énergie qui va mettre en mouvement. Cinétique, ça vient d'un mot grec, je vous le redonnerai, qui veut dire du coup mouvement. Donc, dès qu'un objet est mis en mouvement, l'objet, il possède une énergie de forme cinétique. Et donc, chimique, la dernière. La chimique, c'est celle qui correspond à toutes les transformations de la matière à la plus petite échelle. Par exemple, lorsqu'à l'intérieur des feuilles des plantes, il se passe la photosynthèse. Donc, c'est un effet qui vient transformer la matière. Vous savez que les plantes, elles transforment le dioxyde de carbone, le CO2 qui est dans l'air, elles le transforment en dioxygène. Cette transformation-là, elle nécessite de l'énergie, c'est de l'énergie chimique. Donc, maintenant que vous connaissez les définitions d'une source d'énergie, d'une forme d'énergie, il faut vérifier que vous savez bien les distinguer. Qu'est-ce qui est une source, qu'est-ce qui est une forme? Je vous rappelle, la source d'énergie fournie et la forme d'énergie, c'est pour classer l'effet que cette énergie va avoir. Donc, dans les sources d'énergie, vous aviez tous les différents objets ou phénomènes. Et dans les formes d'énergie, les différents noms qu'on donne aux effets, donc l'énergie thermique, lumineuse, électrique, chimique, ça c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc maintenant, il faut les relier pour vous montrer que par exemple, un radiateur qui est une source d'énergie va fournir de l'énergie. Et sous quelle forme cette énergie va être fournie? Sous forme d'énergie thermique. Pareil, on va aller plus simple si on voit la correction. Donc un moteur permet de mettre un objet en mouvement, donc il fournit une énergie cinétique. Une pile qui est une source d'énergie va fournir une énergie de forme énergie électrique. Une lampe lumineuse et l'uranium, une énergie chimique. Donc dans votre cahier, comme d'habitude, quand on finit un thème, on prend la première page toute vide, on écrit en gros thème 4, l'énergie. Et sur la page suivante, on écrit tout en haut, au milieu, ce qu'il faut retenir avec ce qui suit là. Donc 3 parties. Activité 1, qu'est-ce que l'énergie? On reprend la définition qu'on a vue au début, l'unité qui est importante. Et ça, c'est pour vous permettre de vous souvenir et d'expliquer un petit peu mieux ce qu'est l'énergie. Après, vous avez les définitions qui correspondent à la source d'énergie. Tout ça, on l'a vu ensemble, on l'a rempli ensemble. Il vous suffit de le recopier pour ne pas l'oublier. Pareil pour les formes d'énergie. Voilà, cette introduction est terminée. On se voit la semaine prochaine pour la correction de l'activité 2. Prenez soin de vous.